Derrière les portes, épisode 1, l'homme qui n'avait pas de frère. Il y a des appels professionnels qu'on oublie presque immédiatement, et puis il y en a d'autres, des appels dont on se souvient des années plus tard. Celui que je vais vous raconter aujourd'hui fait partie de cela. Parce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas réellement pourquoi cet homme m'a appelé, et surtout, je ne sais pas s'il continue à me suivre. Un jour, je reçois donc un appel pour mon entreprise. Au téléphone, un homme m'explique qu'il appelle pour son frère. Son frère vivrait seul dans un appartement, dans un état catastrophique. Il aurait énormément de difficultés au quotidien et aurait visiblement besoin d'aide. Jusque-là, malheureusement, ce sont des situations que nous rencontrons régulièrement dans notre métier. Je l'écoute donc. La conversation continue, et progressivement, elle devient de plus en plus étrange. L'homme commence notamment à me parler des chats présents dans l'appartement de son frère. Et puis il me raconte que son frère ferait du mal à des chatons, avec des détails. Des détails particulièrement sordides, que je ne vais volontairement pas raconter ici. À ce moment-là, évidemment, ma façon d'écouter l'appel change complètement. Parce que la cause animale est quelque chose qui me touche énormément. Et ce qu'il est en train de me raconter me glace littéralement le sang. Je prends donc cet appel très au sérieux. Nous convenons d'un rendez-vous. L'homme doit me retrouver devant l'immeuble dans lequel habite son frère. Mais avant d'y aller, je commence bien évidemment à faire ce que je fais souvent dans certaines situations complexes. J'active mon réseau. Ce n'est pas un réseau officiel, ce sont simplement des professionnels avec lesquels nous travaillons, ou que nous connaissons. Travailleurs sociaux, bailleurs sociaux, professionnels du secteur psychiatrique. Je contacte notamment le bailleur social concerné, que nous connaissons, puisque l'homme habite dans l'un de leurs logements. Je donne le nom. Je demande simplement, est-ce que quelqu'un connaît cette personne? Est-ce que son nom ressort quelque part? Pendant que les différents professionnels cherchent de leur côté, arrive le jour du rendez-vous. Je me rends donc à l'adresse avec Adèle. Nous arrivons devant l'immeuble. Mais le fameux frère n'est pas là. On attend. On appelle le numéro avec lequel il m'avait contacté. Pas de réponse. On rappelle, toujours rien. On reste un moment devant l'immeuble sans vraiment savoir quoi faire. Finalement, une voisine arrive et entre dans le hall. Elle nous voit attendre et nous demande « Vous cherchez quelqu'un ?» On lui donne le nom de l'homme et immédiatement sa réaction change. Elle nous indique l'appartement. Puis elle commence à nous raconter en chuchotant. Elle nous explique que cela fait des années que les voisins essayent de faire avancer la situation, que cet homme jette parfois des ordures par sa fenêtre, qu'il hurle la nuit, qu'il donne des coups, qu'il effraie les habitants, et que lorsque quelqu'un essaye de lui faire une remarque, il peut devenir extrêmement menaçant. À ce moment-là, évidemment, on comprend que la situation est beaucoup plus compliquée qu'un simple logement très encombré. On monte jusqu'à sa porte, on sonne, aucune réponse, on frappe toujours rien, la porte reste fermée. Il y avait un œilleton sur cette porte, et je me souviens m'être demandé s'il était derrière, s'il nous observait. Mais nous n'avions aucun moyen de le savoir. On attend encore un peu, rien. Alors finalement, Adèle et moi décidons de repartir. Nous redescendons, nous sortons de l'immeuble, et alors que nous nous dirigeons vers notre voiture, qui était garée juste en face, on entend un volet. Le volet de son appartement venait de s'ouvrir, pas entièrement, juste quelques centimètres. Un passage minuscule, de l'extérieur impossible de distinguer quelqu'un derrière. Mais suffisamment pour comprendre une chose, il était là. Il nous regardait partir. On monte dans la voiture et ce volet reste entrouvert. Je savais qu'il nous observait, alors que quelques minutes auparavant nous étions devant sa porte et qu'il n'avait pas répondu. Je repars évidemment avec beaucoup de questions, mais surtout je me demande où est passé le frère qui m'avait appelé. Pourquoi n'était-il pas venu au rendez-vous? Pourquoi ne répondait-il plus? Je décide donc de le rappeler. Cette fois je masque mon numéro et là, il décroche. Je me présente, je lui dis « Bonjour, nous avions rendez-vous aujourd'hui devant chez votre frère. Nous sommes venus, mais personne ne nous a ouvert et vous n'étiez pas là. » Et là, plus rien. Il ne parle plus. J'entends simplement les bruits de fond. Je continue à parler, aucune réponse. Je dis allô, rien. À un moment, je pense même que la communication a été coupée ou que le réseau ne passe plus. Alors je finis par accrocher. Et je reste avec cette sensation très étrange. Le lendemain, une travailleuse sociale que j'avais contactée me rappelle. Elle me dit qu'effectivement, cet homme est connu. Que cela fait déjà un certain temps que différents professionnels essaient de l'approcher. Qu'il est manifestement en grande difficulté. Puis elle me pose une question, une toute petite question. Elle me dit « Mais vous m'avez bien dit que c'était son frère qui vous avait appelé ?» Je lui réponds « Oui ». Elle me demande alors « Vous pouvez me donner le numéro avec lequel son frère vous a contacté ?» Je lui donne le numéro. Il y a un silence. Et elle me dit « Ce monsieur n'a pas de frère. » Puis elle ajoute « Et le numéro que vous venez de me donner, c'est le sien. » Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai réellement compris ce qui venait de se passer. L'homme qui m'avait appelé en se faisant passer pour son frère était l'homme lui-même. Le frère n'avait jamais existé. Il m'avait parlé de lui à la 3e personne. C'était lui qui m'avait raconté l'état de son appartement, qui m'avait raconté les difficultés de cet homme, et surtout c'était lui qui m'avait raconté ces choses sordides concernant les chatons. Il m'avait donné rendez-vous devant son propre domicile, et puis il était resté enfermé à l'intérieur.
Et pendant qu'Adèle et moi repartions, il avait entrouvert son volet pour nous regarder. À partir de là, évidemment, une question me traverse immédiatement l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi me faire venir ? Pourquoi inventer un frère ? Pourquoi me raconter tout ça ? J'ai commencé à comprendre également quelque chose d'autre. Cet homme me connaissait probablement déjà. Il suivait vraisemblablement mon activité sur les réseaux sociaux. Il savait certainement que la cause animale était particulièrement importante pour moi. Et il savait donc parfaitement quel sujet utiliser pour attirer immédiatement mon attention. J'ai évidemment effectué les signalements nécessaires. Ensuite, mon rôle s'arrêtait là. C'est quelque chose qu'il faut comprendre dans notre métier. Nous sommes une société privée. Lorsqu'une situation relève des services sociaux, des services médicaux ou des autorités compétentes et qu'ils prennent le relais, nous n'avons pas à continuer à intervenir dans la vie des personnes. Je ne pouvais donc pas suivre quotidiennement ce qui se passait. Les semaines sont passées, puis les mois. De temps en temps, il m'arrivait néanmoins de passer dans cette rue en voiture. Et un jour, je remarque quelque chose. La fenêtre de son appartement n'était plus vraiment une fenêtre. À sa place se trouvait une grande plaque de bois, du contreplaqué. Autour, il y avait des traces, comme si quelque chose avait brûlé ou avait été projeté. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Peut-être une intervention des pompiers, peut-être un incident dans le logement, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'à partir de ce moment-là, la fenêtre était condamnée par cette plaque. Et j'ai fini par penser que l'homme ne vivait probablement plus là. Puis de longs mois passent encore et un jour, nous sommes rappelés dans ce même immeuble, mais absolument pas pour lui. Une autre intervention, un autre appartement. Cette fois, une infestation importante de punaises de lit dans un logement situé plus haut dans le bâtiment. Lorsque je vois l'adresse, évidemment, cette vieille histoire me revient en tête. Mais je me dis, il ne doit plus être là. Après tout, cela faisait des mois. Il y avait cette fenêtre condamnée. Et puis nous avions énormément de travail dans l'autre appartement. Le traitement devait durer plusieurs jours. La personne quittait son logement pendant une semaine. Il fallait évacuer du mobilier contaminé, traiter l'appartement, enlever certaines tapisseries, bref, une grosse intervention. Les premiers jours, Adèle et moi venons avec différents véhicules selon ce que nous devons évacuer. Puis le reste de la semaine, nous revenons avec notre voiture de société. Un jour, je prends quelques minutes de pause. Je suis assise dans la voiture, Adèle est partie jusqu'au conteneur un peu plus loin. Moi, je regarde mon téléphone, je suis fatiguée, je ne prête pas énormément attention à ce qui se passe autour de moi. Et puis, je remarque un homme. Il sort de l'immeuble, il regarde dans ma direction, puis il rentre. Quelques instants plus tard, il ressort, il regarde encore, il rentre. Puis il ressort encore. Il fait des allers-retours sans arrêt. À chaque passage, son regard vient vers la voiture. À un moment, une dame âgée arrive à l'entrée de l'immeuble et là, cet homme change complètement d'attitude. Il lui tient gentiment la porte, très poli. « Allez-y, madame, je vous en prie. » Puis un nouveau regard vers moi. Et il rentre à nouveau. À ce moment-là, quelque chose commence vraiment à me déranger. Parce que ces allers-retours n'ont aucun sens. Alors, lorsqu'il rentre une nouvelle fois, je sors de la voiture. Je veux simplement voir dans quel appartement il se dirige. Depuis l'extérieur, l'entrée est vitrée. Je regarde et je le vois ouvrir une porte. Cette porte, son appartement, c'était lui. L'homme du téléphone, l'homme au frère qui n'existait pas. Il vivait toujours là. Et là, mon sang se glace une deuxième fois. Parce que je comprends immédiatement pourquoi il faisait tous ces allers-retours. Il avait reconnu notre voiture. Il nous avait probablement reconnus. Nous étions revenus plusieurs jours de suite dans son immeuble sans savoir qu'il était toujours là. Et lui nous avait vus. Adèle revient à ce moment-là, je le préviens immédiatement. Quelques instants plus tard, l'homme ressort encore une fois, mais cette fois, je ne détourne pas les yeux, je le regarde, clairement. Et l'homme comprend que nous l'avons reconnu. Il détourne immédiatement la tête, puis il s'éloigne. Cette fois, il ne reste pas à nous observer. Il sait que nous l'observons aussi. Et l'histoire s'arrête presque là. Parce qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cet homme m'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il attendait de cette première rencontre. Je ne sais pas pourquoi il voulait que je sois devant son domicile. Et quelque chose me dit que ce n'était probablement pas simplement une demande d'aide. Il semble avoir refusé pendant longtemps les différentes tentatives d'accompagnement qui lui étaient proposées. Il était manifestement en très grande difficulté, mais ce n'est évidemment pas à moi de poser un diagnostic sur sa situation. Et puis il reste une dernière chose. Lorsque j'ai raconté une toute petite partie de cette histoire, j'ai reçu un commentaire. Un homme avait simplement écrit « Tu mens ». Ce commentaire aurait pu être celui de n'importe qui. Internet est rempli de gens qui contestent tout et n'importe quoi. Je n'ai aucune preuve que c'était lui. Et je ne prétendrai jamais le contraire. Mais sur le moment, la façon dont ce message avait été écrit m'a immédiatement ramené à cet appel. Alors peut-être qu'il ne regarde plus rien de ce que je fais. Peut-être même qu'il a complètement oublié mon existence. Ou peut-être qu'il écoute cet épisode aujourd'hui. Je ne le saurai probablement jamais. Et c'est peut-être ça finalement le plus dérangeant. Bienvenue dans Derrière les portes, parce que derrière certaines portes, il y a des histoires que vous ne voyez pas.